on n'est pas forcément d'accord. 8h24, bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Revenons tous les trois sur cette enquête BVA Orange pour RTL La Tribune, nos confrères de la presse régionale. Sur les 2 premières années d'Emmanuel Macron, il a perdu 30% de popularité en 2 ans. Il passe de 62 à 32%. Nous en parlions avec Alba Ventura. Tous les présidents ont connu des trous d'air. Du coup, ça relativise la chute. Alain Duhamel. Non, ça la relativise pas et ça ne la banalise même pas. En fait, il y a, au bout de 2 ans, effectivement, avec tous les présidents, un moment qui est une tempête. Bon, et ça s'explique parce qu'au bout de 2 ans, les résultats de ce qu'ils ont mis en œuvre se font sentir, qui sont toujours décevants, et qu'à ce moment-là, les électeurs ont le sentiment de s'être trompés, donc en veulent au président. Donc ça, c'est vrai pour tout le monde. Mais pour lui-même, on voit bien qu'il y a plusieurs facteurs quand même. Il y a un facteur personnel. C'est quelqu'un en qui, au moment de son élection, une partie des Français, mais enfin une partie qui compte, une partie des Français a vraiment cru. Il en a fait une espérance, en a fait quelque chose de nouveau. Et je pense que parmi ceux-là, il y en a beaucoup qui lui restent attachés, mais il y a des déceptions. Mais au-delà, je pense qu'il y a eu de plus en plus de Français qui ont eu le sentiment qu'il appartenait en quelque sorte à une espèce différente, qu'il vivait dans un autre monde, qu'il avait une autre vision qu'eux, et que d'une certaine manière, donc, il ne les comprenait pas. Et je pense que ça, c'est très difficile à remonter. Mais ça ne veut pas dire qu'ensuite, il ait les mains liées pour la suite de son quinquennat. Je vais y revenir. Éric Zemmour. La question, c'est est-ce que le quinquennat peut se poursuivre? Puis là, on va avoir une échéance politique. Le quinquennat, il va se poursuivre de toute façon, évidemment. Vous savez, depuis que je suis jeune journaliste politique, on me dit il va pas finir son mandat. Alors, c'était Chirac, c'était Mitterrand, donc évidemment que ça va se terminer. Mais c'est pas ça le sujet, d'après moi. Non, je voudrais reprendre ce qu'a dit Alain. Premièrement, le coup des 2 ans. Une précision historique, c'est depuis Giscard. Oui, sous De Gaulle comme sous Pompidou, absolument. Il n'y avait pas de coup des 2 ans. On est d'accord là-dessus. Bon. Donc c'est peut-être que c'est révélateur. Mais enfin, c'est systématique depuis. Depuis Giscard. Hein, on est d'accord. Bon, c'est pas un hasard d'après moi, mais bon. Non, d'après moi non plus. Ah bon. Deuxièmement, est-ce que c'est une déception d'une partie de ses électeurs? Moi, je ne crois pas. Non. C'est-à-dire que Macron, je l'ai déjà dit 100 fois, donc je vais le répéter vite, Macron incarne l'union des bourgeoisies, le rassemblement des bourgeoisies, la bourgeoisie de droite, la bourgeoisie de gauche, qui se sont alliés parce qu'ils n'arrivaient plus à se cacher derrière la droite et la gauche. Avant, ils se cachaient derrière la droite et la gauche, ça fait Sarkozy-Hollande, et puis finalement... Et le Sarkozy et Hollande faisaient la politique de la bourgeoisie de droite et de la bourgeoisie de gauche. Et là, ça marchait plus, donc ils se sont alliés en même temps. Et Macron, c'est ça. Ça, les fondamentaux sociologiques, je dirais marxistes de cette alliance sont les mêmes. Vous comprenez, Juppé et Raffarin sont toujours avec Macron. Donc ça, pour moi, ça n'a rien changé. Enfin, Juppé, il est neutralisé, là. Non, mais d'accord, vous avez compris. Oui. Ce qu'il incarne politiquement, c'est des noms pour incarner des sociologies et donc des idéologies. C'est une coquetterie d'Alain Duhamel. Ah bon, d'accord. Il est au Conseil constitutionnel, alors. Mais le Conseil constitutionnel, vous savez, est un élément politique. Si vous voulez même pas me le faire dévier. Merci. Désolé. Deuxièmement, ce que je voudrais dire, c'est que quand Alain dit les autres se sont aperçus, ont compris qu'ils n'étaient pas de leur monde, ou ont cru qu'ils n'étaient pas de leur univers. C'est pas social. Eh ben, ils l'avaient compris dès l'élection. Vous venez de me dire l'un et l'autre, la déception est devenue une rythmique habituelle depuis Valéry Giscard d'Estaing des 2 ans du président de la République. Quand je m'interrogeais, si vous voulez, sur le devenir, la question c'est est-ce qu'il peut encore entreprendre... Oui. Je me permets de citer un autre chiffre, 39% des personnes interrogées attendent encore quelque chose de lui. Là, il y a un côté paradoxal, c'est que malgré l'impopularité, ce président est encore à même de surprendre. C'est pas paradoxal. Il y a une possibilité d'espoir. Je vais vous répondre, ce qui me permettra de préciser ce que je disais. Oui. En fait, quand je disais qu'il avait créé une espérance différente de ce qui se passait les élections. Elle n'est pas morte. D'après, c'est que il incarnait le monde qui vient pour une partie de l'électorat. Et c'est ce qui faisait peur à une autre partie de l'électorat. Mais il continue à l'incarner. Et le monde qui vient, il continue à se dessiner. Et donc c'est pour ça que... Donc ça, c'est les 25% qui ont voté pour lui au premier tour. Et les 39% de Français qui ne sont pas ses adulateurs, qui ne sont même pas ses soutiens, mais qui lui donnent une chance... Ils attendent quelque chose de lui. Ils attendent toujours, mais parce que je pense que...
Sa faiblesse, c'est sa distance personnelle avec les électeurs, mais sa force, c'est qu'il continue à incarner quelque chose de neuf et quelque chose de différent. Et c'est ce que ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, avait voulu faire la même chose. Puis il s'est trouvé il s'est pris quand même trois crises économiques en 5 ans sur la figure. Pourquoi ce qui est sans précédent. 2008, quoi, c'est tout. Non. Enfin, elle est colossale. Oui, mais elle est gigantesque, mais il y en a Absolument. 2 autres. Il y a une crise financière, une crise monétaire, etc. Ah ouais, mais tout ça, c'est 2008, quoi. Ah oui, 2010, la crise de l'euro et tout ça. Ah oui, d'accord, d'accord. C'était pas rien. Non, c'était pas rien du tout. Non. Mais moi, je pensais uniquement à la crise. D'accord. Bon, mais on en revient à Macron. Donc, j'ai dit. Donc, ils ont les 25%, il a ses 25%, et ces 25%, ils bougent pas. C'est sa sociologie. Les moi, je 39 reste sur mes... qui sont encore capables de... Oui, je reste sur mes rails. C'est votre analyse que j'aimerais avoir là-dessus. Moi, je reste sur mes rails. Il a un soutien sociologique de 25%. Le reste n'est pas d'accord avec lui. Et pour les 39%, c'est que simplement, les Français attendent toujours quelque chose du président. Nous sommes un peuple monarchique, c'est comme ça. Maintenant, je voudrais aller sur le fond. D'accord. Sur le fond, vous savez qu'il y a, c'est pas Alain qui va me démentir, il y a la tradition du virage des 2 ans. Parce que les 2 ans, c'est pas seulement un choc de confiance, c'est aussi un virage. Le plus fameux virage, c'est 83. On aurait pu d'ailleurs, celui de 76 aussi, c'est une sorte de virage par rapport à la politique de relance de Chirac. Alors, c'est quoi le virage de Macron ? Le virage de Macron, c'est l'anti-virage de Mitterrand. C'est-à-dire, je m'explique en 2 mots. En 81, on fait une politique de relance par la consommation. En 83, on fait une politique de rigueur et de libéralisation au nom de l'Europe. D'accord ? Aujourd'hui, en 2017, on continuait la politique de l'offre, ce qu'on appelle la politique de l'offre, c'est-à-dire favorable aux entreprises et pas d'augmentation de la consommation. Voilà. Et en 2019, qu'est-ce qui s'est passé ? Macron a distribué... milliards. Merci Yves Calvi. 17 milliards. Mais vous vous rendez compte ? C'est colossal. Et c'est colossal, c'est une politique de relance par la demande. Ce que Macron a toujours refusé. En vérité, on a un Macron 2 qui fait le contraire de Macron 1. Et ça s'inscrit dans une stratégie européenne complètement en panne. J'en ai pour 2 phrases. Oui. Quand il est arrivé au pouvoir, il voulait germaniser la France pour pouvoir franciser l'Europe. En gros, je fais des réformes qui ressemblent à celles de l'Allemagne pour que l'Allemagne me permette d'imposer mes réformes au niveau européen. Sauf que l'Allemagne lui a claqué le beignet, elle a dit non à tout, et que là, il se retrouve nu. Et donc, il change complètement, il abandonne sa stratégie et il fait de la relance de la consommation comme un vulgaire social-démocrate classique. Alors, je ne suis pas d'accord. Macron 2. Je ne suis pas d'accord. Je reconnais bien entendu, parce qu'autrement ce serait de la mauvaise foi, il vient d'y avoir un tournant et que ce tournant, c'est la volonté de relancer par la consommation une croissance. Non, mais, d'accord. Non, mais j'essaye toujours d'être non, mais bien sûr, donc vous êtes d'accord sur l'essentiel. Non. Pas sur les conséquences que j'en tire, mais sur l'essentiel de l'analyse. Allez-y. Il y a ce tournant, c'est incontestable. Il est passé d'une politique de l'offre à, cette fois-ci, une politique de relance par la consommation. Mais je ne crois pas du tout au fait qu'il abandonne sa stratégie de renforcement des entreprises. Parce que c'était ça. Quand il est arrivé au pouvoir, son idée, d'ailleurs il l'a démontré, y compris fiscalement, c'était renforcer au maximum les entreprises. Et ça, je ne crois pas du tout. De même que beaucoup de gens disent il va arrêter les réformes, et beaucoup le lui demandent d'ailleurs. Et je suis persuadé que non, il ne va pas arrêter les réformes. Il n'a pas les sous. Et en particulier, par exemple, mais non, parce que par exemple, la réforme qui est essentielle, qui va être la réforme emblématique. Je ne sais pas s'il la réussira, je n'en sais rien, mais je sais qu'il essaiera. Ça va être la réforme des retraites. Or, la réforme des retraites, ça ne pose pas du tout de problème de financement à court terme. C'est une question d'anticipation sur des décennies. Donc, il peut parfaitement continuer une politique de réforme et même de réforme ambitieuse. Et là, j'en reviens à ce que je disais en commençant, à savoir sa force et sa faiblesse. Sa force pour pas 25%, beaucoup plus que ça. Ceux qui voient un monde nouveau qui est en train de se dessiner, ce qui est la réalité. C'est ce que j'appelle les 25%. Non, c'est plus que ça. C'est les 39% pour le coup. Non, et puis, mais non, c'est normal. C'est même rassurant. Et puis, par ailleurs, il y a ceux majoritaires,
malheureusement majoritaires, selon moi, mais majoritaires, qui ont peur du monde nouveau qui se construit. Et je pense que le vrai clivage macroniste, anti-macroniste, c'est ceux qui espèrent dans un monde qui se construit différemment et ceux qui le redoutent. Merci infiniment l'un et l'autre d'être venus commenter cette actualité politique et cette forme d'anniversaire. Je vous annonce à dimanche, pardonnez-moi, à midi, dans le grand jury, nos deux invités successifs cette semaine, en l'occurrence Nathalie Loiseau pour La République En Marche et Guillaume Pelletier pour Les Républicains, donc grand jury.